Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. The presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. Vous avez reconnu Donald Trump. Je traduis, l'un des présidents d'un grand pays s'est levé et m'a dit « Monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous » J'ai dit « Vous n'avez pas payé, vous êtes débiteur ?» Il m'a répondu oui. Admettons que ça arrive. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, j'encouragerai la Russie à faire ce qu'elle veut. Vous devez payer. Ça s'est passé samedi lors d'une prise de parole à Conway en Caroline du Sud. Donald Trump donc a déclaré qu'il encouragerait la Russie à faire tout ce qu'elle veut à un pays membre de l'OTAN qui ne respecterait pas ses directives en matière de dépenses de défense. Nous sommes en compagnie du colonel Per de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes de marine, aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac à l'Élysée. Bonjour mon colonel. Bonjour. Tout d'abord, on va voir les réactions en Europe. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas les uns et les autres sape notre sécurité à tous, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à un risque accru. Toute attaque contre l'OTAN entraînerait une réponse unie et puissante. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, des déclarations imprudentes sur la sécurité de l'OTAN et la solidarité de l'article 5 ne servent que les intérêts de Poutine et n'apportent ni plus ni moins, ni plus de sécurité, ni plus de paix dans le monde. Et enfin, le commissaire européen au marché intérieur, le français Thierry Breton, a précisé dimanche sur LCI que Donald Trump faisait référence à un échange en 2020 avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors déjà, une question politique, mon colonel. Quel est le poids politique, je dis bien politique, de l'Europe face aux USA au sein de l'OTAN ? Il est relativement important pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que l'Europe est en première ligne par rapport à la Russie, donc ça c'est un point très important. Donc politiquement, ça donne un positionnement à l'Europe face à l'adversaire potentiel, en tout cas. Donc ça c'est un point très important. Et puis le deuxième point, c'est que c'est quand même 550 millions d'habitants. Donc c'est quasiment, c'est quasiment le même nombre d'habitants qu'aux États-Unis. Bon, je rentre pas dans les détails, mais on voit bien que si vous voulez aujourd'hui le poids politique, le poids démographique de l'Europe est très important et ce que soulève de façon assez méchant, mais assez à droite de Trump, c'est qu'en fait, l'effort consenti par les Européens n'est pas à la taille, de la démographie de l'Europe. Alors, est-ce que cette prise de parole ne remet pas en cause le principe de défense collective prévu par l'article 5, on l'a cité, de l'Alliance Atlantique, qui veut que tous les États membres viennent à l'aide d'un pays qui serait attaqué ? Alors d'abord, l'article 5 n'est pas automatique. Il y a des conditions qui font que l'automaticité, elle se met en place progressivement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, on sent que Trump reprend le fond de discours qu'il avait, rappelez-vous, il y a encore quelques années, quand il était encore chef de l'État, où il avait menacé directement, si vous voulez, l'OTAN de désagrégation. Il avait souhaité la dissoudre, littéralement. Donc il retrouve ces vieilles idées et ils sont en train de les resservir. Rappelez-vous, même le président Macron avait clairement dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Donc il y avait un contexte. C'était en 2019, absolument. Il y a 4 ans, qui était plutôt favorable, en tout cas, à une diminution des forces de l'OTAN. Et on voit qu'aujourd'hui, Trump, il remonte sur le cheval de la désagrégation, en tout cas de la minimisation de l'OTAN. Alors, colonel Per de Jong, quand Trump dit que les Européens ne payent pas, il n'exagère pas un peu quand on voit la quantité de F-35 commandés par les pays européens qui n'ont, pour certains, même pas 1000 Rafales en concurrence. Dans l'OTAN, il n'y a que la Grèce qui a acheté des Rafales pour le moment, si je ne m'abuse. Alors là, vous mettez le doigt vraiment sur le porte-monnaie et vous avez parfaitement raison. En fait, dans le fond de discours de Trump est un fond de discours qui est totalement économique et pas tellement politique. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, les Européens sont pas aux abois, mais ils ont pris ils ont une espèce de bout de plomb dans l'estomac. Donc les Européens sont extrêmement inquiets. Ils ont perçu depuis le 24 février, donc ça fait maintenant plus de 2 ans, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils ont compris qu'ils étaient relativement faibles globalement, parce que l'Europe est faible globalement, mais également chacun des États n'a pas fait l'effort depuis quasiment une trentaine d'années.
Donc cette prise de conscience fait qu'aujourd'hui c'est une très grande inquiétude. Et donc c'est ça le sujet. Et donc Trump est un gros malin. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se positionne dans un cadre parfaitement économique. Et donc la condition c'est ça, c'est je vous aiderai, je vous appuierai à la condition que vous achetez strictement américain. Alors, pour acheter américain, l'Allemagne a argumenté pour ne pas mettre le Rafale en compétition que le F-35 permettait de porter les armes nucléaires américaines afin d'assurer sa mission de dissuasion nucléaire au sein de l'OTAN. Est-ce que ça a encore un sens, sachant que quand on entend les propos de Trump, et on pourrait facilement imaginer la même chose de Biden, c'était déjà le cas en 1956 quand il y avait eu la grande crise concomitante entre Budapest et Suez, un sénateur américain avait dit « je ne risquerai pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres ». Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui encore les Américains risqueraient New York ou Los Angeles pour Berlin ou Paris ? Alors, encore une fois, l'OTAN a des règles. On peut supposer que oui, puisqu'elles sont écrites comme ça. En fait, aujourd'hui, vous avez théoriquement, il y a une espèce de, d'adéquation, en tout cas de solidarité automatique, si vous voulez, entre les adhérents à l'OTAN. Pourquoi la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN? Parce qu'ils veulent bénéficier de ce parapluie américain. Aujourd'hui, les Américains n'ont aucun intérêt à abandonner l'Europe. Pourquoi faire? On voit bien que leur intérêt à eux, c'est que les Européens restent soudés et continuent d'acheter massivement du matériel américain. À cette condition-là, si vous voulez, l'OTAN sera protégée. En même temps, c'est ce qu'on appelle un win-win aux États-Unis. C'est ce que veut faire Trump. Trump, il veut rééquilibrer son budget, il veut rééquilibrer son système en disant, si vous voulez pas payer, vous vous débrouillez tout seul. Et on voit bien que le message est passé, parce que ça fait comme quelques mois en Europe, où il y a une vraie réflexion, si vous voulez, autour des investissements, autour de l'économie dite de guerre, etc. Donc on voit qu'il y a un regard aujourd'hui qui porte davantage sur une forme d'autonomie européenne, parce qu'on a compris que les Américains ne vont pas s'engager systématiquement aux côtés des Européens. Colonel De Jong, il y a 10 jours en Suède, le président de la République a déclaré, je cite, que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe. Pour vous, que veulent dire ces propos et quelle serait la situation en cas d'attaque russe en Europe sans défense américaine ? Alors aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué à imaginer parce que d'abord, je pense que c'est inimaginable. Je pense que les menaces russes, à mon avis, elles sont pas fondées aujourd'hui sur du matériel, sur une logique. Simplement, c'est une espèce de de rotomontade moscovite qui est destinée à nous inquiéter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'usage du nucléaire français, aujourd'hui, l'usage est strictement réservé, évidemment, à ce qu'on appelle, en France, aux intérêts français, aux intérêts vitaux français. Point final. Donc aujourd'hui, la doctrine française n'a pas évolué. Donc je peux pas vous dire vers quoi on va aller. Il est possible, il est probable. On sent que le président Macron il serait intéressé pour éventuellement, si vous voulez, compenser nos déficiences dans le domaine conventionnel, puisqu'on a quasiment plus de chenilles. On est un modèle à 200 en France. On a 200 Leclerc, 200 Charles Leclerc, oui. On a 200 hélicoptères, 200 avions. On en avait, je rappelle, à la chute, c'était des AMX-30, à la chute du pacte de Varsovie, on avait 1200 AMX-30 de mémoire, 6 fois plus. Absolument, on avait 1200 et on est passé maintenant à 220. Et ce 220, il ne fonctionne pas tous, sachant que les Polonais, eux, annoncent, si vous voulez, une force blindée mécanisée de 1400 chars lourds. Donc on voit qu'aujourd'hui, en termes d'armement conventionnel, on n'est pas dans le coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France, elle est puissante par son armement nucléaire et puis également par sa marine, par ses SNLE et puis par ses sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins pour les auditeurs. Autant pour moi, évidemment. Donc on a un système, si vous voulez, on a une logique qui fonctionne très bien et c'est vrai qu'elle est défendable et c'est ça qui donne, si vous voulez, beaucoup de force à la France, parce qu'aujourd'hui, la France est le seul pays, avec la Grande-Bretagne et encore dans certaines conditions, on est le seul pays européen à avoir l'armement nucléaire. Alors justement, parlons-en de la France et de la Grande-Bretagne, les deux seules armées nucléaires de l'OTAN, excepté évidemment les États-Unis. La France a un porte-avions à mi-temps, a fermé ses usines de munitions de petit calibre au point d'avoir 7 jours de réserve de munitions en cas de conflit de haute intensité. La semaine dernière, le porte-avions britannique Queen Elizabeth a dû déclarer forfait technique pour un exercice de l'OTAN. C'est au tour de son remplaçant, le Prince of Wales, le prince de Galles, qui a déclaré forfait technique à son tour une semaine plus tard. C'est-à-dire que les Anglais ont 2 porte-avions, 2 en panne, et nous on en a un à mi-temps. Quand on parle donc des 2 plus importantes armées de l'OTAN, est-ce que la défense européenne, c'est pas un peu, mon colonel, la 7e compagnie au clair de lune ?
Alors aujourd'hui, la défense européenne, c'est une discussion dans les états-majors. Elle n'est pas concrète, elle n'est pas réelle. Accessoirement, il y a des exercices qui sont menés, mais aujourd'hui, c'est l'OTAN, si vous voulez, qui est l'élément dominant, si vous voulez, de la protection de l'Europe. Point final. Alors on a pu imaginer un exemple au sein de l'OTAN d'avoir une espèce de pilier européen. C'était avancé par le président Macron, mais aujourd'hui, ce pilier n'existe absolument pas. Donc évidemment, le premier point, c'est qu'encore une fois, la structuration collective, en tout cas multilatérale, si vous voulez, de cette protection de l'Europe, n'existe pas. C'est le premier point. Le deuxième, donc on est obligatoirement, encore une fois, sous influence, en tout cas sous le parapluie américain. Le deuxième point aujourd'hui, c'est l'état de nos armées. Depuis 91, donc depuis la chute du mur, et depuis la fin de l'URSS, nos armées n'ont cessé de décliner. Alors c'est vrai, c'était un peu la cigale, hein, on a chanté, on a dansé, etc. Et maintenant, c'est l'heure de la réalité. Et cette prise de conscience, pour nous, elle tétanise exactement les chancelleries. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a de vrais débats aujourd'hui dans les chancelleries sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on augmente les effectifs, sachant encore une fois que la France n'a pas été le plus mauvais élève de la classe, puisqu'on a encore une fois une LPM, une loi de programmation militaire, qui est plutôt en progression. On est des rares pays qui l'a fait. Donc aujourd'hui, l'Europe est en train de s'engager derrière, encore une fois, une amélioration des armées, et donc un investissement. Le problème d'un investissement, c'est quoi? Aujourd'hui, la France, c'est 2% du PIB, du produit intérieur brut. Probablement, il va falloir monter à 3 ou à 4%. Est-ce que les opinions publiques européennes vont accepter une telle augmentation des budgets de la défense? Parce qu'on ne va pas y échapper quelque part. Et donc, c'est ça le cœur du problème. Et là, on rentre à nouveau dans le cœur politique. Le budget de la défense, c'est 40,9 milliards d'euros. Faudrait le passer à combien, mon colonel, pour être opérationnel en termes d'équipement? Alors c'est difficile à dire, mais je pense que là on est à 2%, sachant qu'une grande partie de la loi de programmation militaire concerne principalement l'amélioration, ou en tout cas la transformation, la modernisation du nucléaire. Le deuxième point, c'est la construction d'un deuxième porte-avions. Le troisième point, si vous voulez, c'est l'aide qu'on donne à l'Ukraine. Le quatrième point, c'est l'inflation. Donc si vous voulez, on a des points on a des éléments qui ont impacté notre loi de programmation militaire. Il faut la repenser complètement. Parce que est-ce que nos matériels sont adaptés, que notre structure est adaptée? Est-ce que nos effectifs suffisent? Actuellement, la France a 7 brigades de combat. Une brigade de combat, c'est à peu près 7 ou 8 000 hommes. On a globalement 60 000 combattants en France, pas un de plus. Oui. Donc, si vous voulez, encore une fois, la réflexion autour de notre outil de défense ne fait que commencer. Il n'y a pas que nous, on a parlé du Royaume-Uni, de la France. La Bundeswehr, il y a 2 ans, au début de la guerre en Ukraine, on lui a promis 100 milliards de crédits. 1 an après, elle n'avait pas touché un centime. Est-ce qu'il y a une inconscience européenne ou un déni européen? Le problème, c'est le décalage entre le politique et la menace. Les politiques font de la politique. C'est vrai que parfois, ils sont un petit peu éloignés, en Allemagne particulièrement, ils sont un petit peu éloignés des dures réalités du terrain et de la guerre. Rappelez-vous également, le chef d'état-major de l'armée allemande avait dit, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle avait dit que l'armée, la Bundeswehr, n'était pas prête à faire la guerre. C'est quand même un code sidérant. Donc on réalise au fil des mois, au fil des semaines, que l'ensemble des armées européennes, en tout cas les principales, celles qui sont en contact, comme les Polonais, les Allemands et d'autres, ne sont pas réellement prêtes. Et puis parlons des Britanniques. Les Britanniques, au retour d'Afghanistan dans les années 2000, 2010, si vous voulez, ils ont fait des réformes colossales. Donc cette armée a été réduite à la portion congrue. Donc cette armée n'est même plus efficace parce qu'au-delà des 2 porte-avions qui sont en panne, ils ont démonté, ou en tout cas ils ont désarmé 2 autres frégates. L'effectif aujourd'hui de l'armée de terre, c'est 70 000 hommes. En France, on est encore à 125 000 hommes. Donc, vous voyez qu'encore une fois, l'armée britannique, on ne peut pas compter dessus. Donc, à mon avis, il faut repenser tout ça, la reconstruire. Et malheureusement, une armée, ça ne se reconstruit pas comme une loi de programmation militaire. Une armée, ça se reconstruit sur des dizaines d'années. Une dernière question, mon colonel. En 2019, vous l'avez rappelé au début de l'interview, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Si Trump est élu, est-ce qu'il va la débrancher? Je ne suis pas devin. J'espère que non. J'espère que la politique reprendra ses droits et qu'à ce niveau-là, il y aura des discussions un peu sérieuses sur le sujet et qu'on sortira des anathèmes et des grandes phrases un peu choc parce que c'est pas très raisonnable. Quand on voit aujourd'hui la pression qu'il y a simplement en Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Vous avez la guerre au Moyen-Orient, vous avez les problèmes qu'il y a en mer Rouge, vous avez le Sahel qui est à feu à sang. Donc on voit qu'aujourd'hui, ces problématiques de sécurité sont totalement dominantes. On ne peut pas les traiter, si vous voulez, sur une estrade à l'occasion d'une élection présidentielle. Mon colonel, il y a députée Estelle Youssoufa des Buts-Elliott qui veut dire un mot, je crois, madame la députée. Oui, je pense que je suis membre de la commission des affaires étrangères, donc évidemment les questions de défense nous intéressent.
On doit, nous, politiques, sortir de l'angélisme. La période bisounours de la paix pour tout le monde, elle est derrière nous. Les dividendes de la paix de Fabius en 90, elle est 91. totalement derrière nous. La menace, elle est multiforme. Effectivement, notre menace immédiate, c'est l'Ukraine. Ça questionne le pacte otanien. Mais la France, elle s'est construite aussi pour ses opérations en Afrique. Et on sort de l'Afrique. Et moi, je représente un département qui fait face à une menace hybride où on instrumentalise les flux migratoires. Notre armée n'est pas pensée pour y faire face. Notre marine nationale, par exemple, la stratégie française, c'est l'Indo-Pacifique. L'Indo, c'est le canal du Mozambique où se trouve Mayotte. Et en fait, est-ce qu'on est à la hauteur de nos ambitions ? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? C'est ça qui est posé aux politiques, avec la lucidité de comprendre les menaces. Mon colonel, pour répondre en quelques mots à la députée Estelle Youssoufa, si vous voulez. Bien évidemment, et que j'encourage dans son combat qu'elle a à Mayotte, parce que je connais bien Mayotte, et c'est vrai que c'est un désastre de voir cette ville magnifique qui a été réduite dans une situation absolument incroyable. Donc, encore une fois, elle a vraiment tout mon soutien. Mais je reviens sur mes discours militaires. Il est vrai que depuis 2 ans, et ça c'est l'effet de la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait les Européens ont perçu 2 faiblesses. Une faiblesse collective qui est la faiblesse de l'OTAN, la faiblesse de l'Union européenne, la faiblesse, encore une fois, d'une armée européenne, et puis une faiblesse, je dirais, individuelle, la faiblesse des États, qui fait que nos armées ne sont pas prêtes. L'armée française était conçue sur un modèle d'armée de projection, d'armée légère pour aller dans le Sahel. Et tous nos matériels aujourd'hui sont conçus pour aller dans le Sahel. C'est des véhicules à roues, ils sont des grands véhicules qui vont vite, mais qui ne sont pas du tout, si vous voulez, adaptés à la situation. À un conflit en Europe. Donc c'est le cœur du problème. Merci beaucoup, colonel Père de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes de marine et aide de camp des présidents Mitterrand et Chirac à l'Élysée. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et après, quand on reviendra, direction Mayotte. Et puis pour réagir, comme d'habitude, 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David.